bonsoir à tous et bienvenue à cette formation, on va dire un séminaire formation, pour ce premier séminaire qui est intitulé Que signifie faire la recherche? Donc nous sommes rassemblés aujourd'hui pour ce séminaire et avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter d'abord l'organisation qui organise ce séminaire. Il s'agit du réseau de chercheurs de l'Afrique francophone. Et donc, c'est un réseau qui rassemble plusieurs chercheurs au plan, on va dire, de l'Afrique et au niveau international, donc avec des démembrements dans différents pays de l'Afrique, un point focal en quelque sorte. Donc, pour ce projet, pour ce réseau, nous avons mis en place un projet dénommé FORCEP, qui est formation pour un chercheur efficace et plus compétent. Donc, efficace et productif. Donc, c'est une initiative qui est destinée à renforcer les compétences des jeunes chercheurs, doctorants et enseignants-chercheurs. Donc, à travers des séminaires de formation méthodologique et des espaces d'échange scientifique. Donc aujourd'hui, nous sommes pour l'occasion à un séminaire portant sur la méthodologie. Donc le projet FORCEP ambitionne de contribuer au développement d'une recherche de qualité. Donc une recherche de qualité au service de la société. Donc afin d'assurer la réussite de ce programme et d'élargir son impact, donc nous avons besoin des personnes, c'est-à-dire des partenaires, des mécènes, des institutions et des entreprises désireuses de soutenir la formation en Afrique et en Afrique, puisque le réseau est un réseau qui se localise principalement en Afrique. Donc, votre accompagnement sera le bienvenu. Et dans ce sens, ce premier séminaire qui porte sur la méthodologie de recherche, nous allons explorer ensemble ce que signifie la recherche pour nous. En revenant sur la formation, il faut dire que cette formation qui s'inscrit dans le projet FORCEP appelle à un programme de plusieurs séminaires. Donc, pour ceux qui souhaitent aussi s'intéresser aux autres séminaires sur la méthodologie, après vous pouvez rentrer en contact avec moi pour plus de détails, bien qu'il faudrait voir comment participer à ces différents séminaires. Voilà, vous pouvez entrer en contact avec moi qui suis désolé pour l'impair, j'ai oublié de me présenter, Dini Paul, qui est le secrétaire général de ce réseau. Et pour cette formation, nous allons dérouler le programme. Mais avant d'arriver au déroulé du programme, laissez-moi vous présenter l'expert de ce jour, qui est le docteur Abba Sadki, voilà, qui est urbaniste, géographe, anthropologue et spécialiste du patrimoine culturel. Il est titulaire d'un doctorat en géographie de l'Université de Montréal au Canada, donc où il a enseigné la géographie de l'Afrique et la géographie de l'Europe. Donc, il a effectué un postdoc à l'Université d'Ottawa, où il a également enseigné dans les domaines de la gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Ses recherches portent principalement sur les interactions entre patrimoine vivant, espace, développement territorial et politique publique. Elle mobilise une approche interdisciplinaire à la croisée de l'anthropologie, de la géographie culturelle, des études patrimoniales et de l'urbanisme. Donc, il est auteur de plusieurs publications scientifiques et conférencier dans les universités et institutions internationales. Il intervient régulièrement dans le domaine de la formation destinée aux étudiants de master et aux doctorants, aux jeunes chercheurs sur des questions de méthodologie,
de recherche d'éthique, de réflexivité du chercheur et de recherche de terrain. Donc, pour dire que c'est la personne idéale pour nous parler de recherche aujourd'hui. Et ce séminaire va se dérouler tout au plus en 2 heures du temps. Le docteur Abbas Sadiki, merci d'avoir accepté de piloter cette formation. Merci de partager avec nous votre connaissance et nous sommes très heureux d'être avec vous. Et je vais vous donner la parole pour entrer dans le vif du sujet. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Paul Binet, secrétaire général de Réseau. Je remercie vivement également les membres du bureau de Réseau pour cette aimable invitation. Je suis vraiment très, très content pour cette occasion d'échanger et de partager avec des étudiants, des chercheurs, peut-être aussi des responsables d'administration, des acteurs institutionnels. Je ne vous connais pas, mais j'imagine que vous constituez un groupe composé d'étudiants, chercheurs, jeunes chercheurs, responsables, peut-être même des enseignants ou des professeurs, des chercheurs confirmés. Je suis très content de faire votre connaissance et j'espère que ce premier contact, cette première rencontre avec vous, avec le réseau, sera le début d'une riche collaboration, une collaboration enrichissante pour tous les côtés et surtout une collaboration durable. Voilà, donc je partage mon écran pour pouvoir commencer ma présentation. Oui, c'est ça, partager. Alors, est-ce que vous voyez la présentation? Oui, c'est visible. Oui. Très bien. Bon, donc cette première séance, je vais ouvrir ce séminaire et c'est une fierté et un grand plaisir pour moi d'ouvrir ce cycle de conférences, cette formation, par une question qui est fondamentale à toute démarche scientifique. C'est une question qui pourrait vraiment apparaître comme une question facile au début, mais elle constitue vraiment la question fondamentale de la recherche scientifique et de la démarche scientifique. Que signifie faire de la recherche? Qu'est-ce que ça veut dire faire ou réaliser une recherche scientifique? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais poser un cadrage théorique, une synthèse conceptuelle, si vous voulez, qui rappelle un peu les idées principales des documents que j'ai partagés avec vous sur la plateforme. J'ai retenu un peu quelques idées principales de ces documents préparatoires, qui concernent bien sûr, ça voulait dire, qui vont éclairer l'objet de cette conférence. La première idée, c'est que la recherche scientifique, il ne se limite pas à la seule collecte d'informations. Ça veut dire que vous pouvez faire une revue de littérature très riche, vous pouvez aller sur le terrain, faire des entretiens, collecter des informations, collecter des statistiques, des cartes, faire des entretiens avec les acteurs institutionnels, etc., faire une observation participante de longue durée, mais ça ne fait pas de vous un chercheur. C'est une étape indispensable, bien sûr, dans le processus de la recherche de l'information. Vous ne pouvez pas faire une recherche sans avoir au préalable collecté une matière première, un corpus de données. C'est très important et c'est indispensable, mais le fait de collecter d'informations, il ne se fait pas pour faire une recherche, quoique cette étape est indispensable. Quand est-ce que la recherche commence? Quand est-ce qu'on peut parler d'un début d'une démarche scientifique? C'est quand la recherche, elle commence quand ces informations que le chercheur a pu collecter sur le terrain sont transformées en connaissances scientifiques justifiées. Donc, c'est un processus de transformation. Vous collectez l'information, mais vous devez transformer cette matière première, cette matière brute, à une connaissance scientifique justifiée. C'est là où commence vraiment la démarche scientifique. Le deuxième point, c'est que toute recherche naît d'une question.
On ne peut pas faire une recherche sans avoir posé une problématique, une question de recherche, une question, ce qu'on appelle dans le jargon scientifique, une question de départ. Donc, vous devez partir d'une question, vraiment une question qui va répondre à, voilà, et la recherche, il va apporter des réponses justifiées, des réponses rigoureuses à cette question. Donc, la recherche, il débute toujours par une grande interrogation à laquelle la connaissance disponible ne peut pas répondre. Donc, le rôle de chercheur, c'est de dépasser la connaissance disponible et d'apporter une connaissance nouvelle pour répondre à une question. Le troisième point, c'est que la recherche, elle produit des connaissances, pas des opinions. On va y arriver avec plus de détails. On doit distinguer dès maintenant entre les opinions et la connaissance scientifique. Les opinions, ils font appel à des convictions, ils font appel à la subjectivité du chercheur, à sa façon de voir le monde, son background, sa personnalité, ses qualités personnelles. Et ce n'est pas la recherche. C'est très important d'avoir des opinions, mais il faut les justifier, il faut les prouver. Donc, la science, ce n'est pas des opinions personnelles, ce n'est pas des convictions, ce sont des connaissances fondées sur des normes et des bases scientifiques. Le quatrième point, c'est que la méthode est un moyen de justification. Souvent, les chercheurs, surtout en début de carrière, ils ne donnent pas vraiment l'importance requise à la méthodologie, à la démarche méthodologique. Alors que la méthodologie, c'est un moyen de justifier les données collectées sur le terrain. Donc, la méthode, c'est un élément fondamental dans chaque démarche scientifique. Le cinquième point, c'est très important aussi, c'est que la recherche, elle apporte une contribution originale. Qu'est-ce qu'on veut dire par originalité dans le processus de la recherche scientifique? Être original, ce n'est pas d'inventer quelque chose qui n'a jamais été inventé. Vous n'allez pas inventer la roue. Vous pouvez poser une question d'une autre façon. Vous pouvez, si vous voulez, mettre en place une nouvelle méthode. Vous pouvez apporter un nouveau regard sur un phénomène. Ça aussi, ça fait partie de l'originalité. Donc, on ne vous demande pas, sur le plan de l'originalité, d'apporter des choses inédites, des choses que personne n'a jamais eu l'occasion de démontrer. Mais ça peut être une méthode, une pratique, un processus, une nouvelle question, un nouveau regard, un croisement d'idées qui va donner naissance à une connaissance vraiment personnelle, originale et inédite. Le 16e point, c'est que la recherche est une entreprise collective. Vous ne pouvez pas faire une recherche seul. Un chercheur, il travaille toujours au sein d'une communauté de pratique, au sein d'un groupe de chercheurs, le milieu académique. Vous devez donc croiser, vous devez vous confronter à d'autres chercheurs, vous devez partager, vous devez croiser vos idées. Donc, ce caractère collectif, il est fondamental dans la recherche scientifique parce qu'un chercheur, il doit faire appel à des informateurs, il doit aller sur leur terrain pour chercher de l'information, faire des entretiens. Donc, c'est une entreprise collective, malgré le fait que dans certains moments, le chercheur, il doit s'isoler pour rédiger, par exemple, pour réfléchir, pour faire la revue de littérature, mais il ne peut pas faire une recherche seul. Il y a des moments d'isolement pour pouvoir vraiment se concentrer, pour avoir un focus, mais le chercheur, il est toujours en relation, en lien avec un milieu académique, avec la société de façon générale. Donc, le caractère collectif de la recherche scientifique, c'est très important. L'avant-dernier point, le point 5, c'est que la recherche implique une responsabilité éthique. Je vais revenir sur cet aspect parce que c'est très important, la responsabilité éthique. Le chercheur, on va arriver au détail, ça veut dire quoi l'éthique de la recherche? Ça veut dire, par exemple, la rigueur, l'honnêteté de recherche, la responsabilité de partager à la fin de sa recherche les résultats de sa recherche avec la société, parce que les informateurs ou les communautés, les associations, la société de façon générale, ils ne sont pas seulement une source d'information, mais le chercheur il a le devoir de retourner au milieu où il a collecté des données pour partager. Donc, il y a un va-et-vient entre le chercheur et le milieu d'extraction de données. Les terrains de recherche ne sont pas des gisements d'extraction, mais il faut un retour, il y a une responsabilité sociale du chercheur pour pouvoir partager son savoir avec la société. Et comme ça,
peut contribuer à l'amélioration des conditions de vie et au développement, si vous voulez, social et économique, etc. Le dernier point pour conclure avec ce premier point, avec ce premier volet, si vous voulez, de la formation, c'est que la recherche, elle est au service de la science et de la société. Ça rejoint un peu le point que je viens de souligner. Donc, le chercheur, il a une responsabilité éthique dans le processus de démonstration de sa connaissance. Il y a un certain nombre qu'il doit respecter, on va les voir avec plus de détails, et il a une grande responsabilité vis-à-vis de la société, vis-à-vis des communautés, des informateurs, c'est de pouvoir partager. L'objectif de la recherche, ce n'est pas de publier juste des articles, de publier des thèses et de faire une carrière personnelle, mais il y a un retour à la société pour vraiment contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la société. C'est un peu un cadre général, un cadre conceptuel. Donc, avant de passer à la deuxième étape de la formation, je m'arrête pour quelques secondes, quelques minutes pour voir est-ce que vous avez des questions. Des questions? D'accord. Merci, professeur. Voilà. Donc, je pense que, en ce qui concerne les questions, on va lever les mains. Donc, on va lever les mains et puis je vais dire, par ordre de main levée, voilà, vous allez nous donner la parole et tout. Donc, voilà. Très bien. OK, donc j'attends si vous avez des... Il y a une main levée? Non, je ne vois pas. Oui, c'est M. Roland. Oui. Allez-y. Monsieur Roland, allez-y. L'expert vous a passé la main. Bonsoir. Monsieur Badiel, Roland. Oui. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon. Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Roland. Allez-y. Ah, d'accord. J'aimerais que vous reveniez sur, comment on appelle, le rapport qu'il existe entre le chercheur et la société, en fait. Parce que ça a toujours été un débat à notre niveau. Moi, je suis de l'université Joseph Kizem de Ouagadougou. Et je me rappelle qu'à une conférence là, on a posé le problème, et celui qui répond. Non, le chercheur ne fait que chercher et sa trouvaille là. En fait, il trouve et il appartient à la société de venir chercher, de venir vers le chercheur pour récupérer sa trouvaille et puis la mettre au service de la société. Est-ce que ce que le chercheur trouve là, c'est pas à lui d'aller vers la société pour dire voilà, j'ai fait telle trouvaille et voilà, est-ce qu'on peut mettre ça en application pour la société par rapport au développement de la société? Justement, vous avez peut-être un problème de réseau. Je n'ai pas vraiment capté toute la question, mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est que, justement, le dernier point que je viens d'aborder, c'est la responsabilité sociale de chercheurs. Le chercheur, l'un des principes fondamentaux de l'éthique de la recherche, c'est que le chercheur, il ne doit pas traiter les informateurs, la société, les communautés comme un gisement d'extraction de données. Oui, au début de la recherche, il doit aller sur le terrain, il doit faire des entretiens, des enquêtes, des questionnaires, collecter d'informations auprès des sociétés, des communautés, les associations, les acteurs institutionnels, etc. Mais au cours de la transformation, à la fin de la recherche, il a un devoir éthique, un devoir vraiment social, si je peux dire, de retourner à la communauté pour partager. C'est de cette façon que le chercheur il peut contribuer au développement de la société. Imaginez un chercheur qui extrait les données, il fait sa recherche, il publie des articles, il est isolé dans son laboratoire à l'université, il ne revient jamais à la société. Comment pouvez-vous que ce genre de chercheur, ce genre
ce type de posture puisse contribuer au développement de la société. Donc, il y a un lien vraiment, un lien éthique, un lien de responsabilité entre le chercheur et la société. C'est comme ça qu'on ouvre, si vous voulez, le milieu académique au milieu social. Il faut créer des passerelles entre le milieu académique, l'université et la société. C'est de cette façon, c'est de retourner. Les chercheurs, ils ont ce devoir de retourner à la société pour partager, ne pas juste aller à la société pour chercher de l'information, constituer des carrières et réaliser des objectifs académiques personnels. Donc, c'est ce que je voulais dire un peu par la responsabilité du chercheur, c'est de partager avec la société. Ce retour, il est fondamental sur le plan éthique de la recherche scientifique. D'autres questions? Monsieur Paul ou le modérateur, est-ce que je passe à la deuxième étape? Oui, allons-y à la deuxième étape. Ok, très bien. Je reviens à ma présentation. Donc là, je vais entamer la présentation proprement dite. Et je vais l'ouvrir par une question aussi très, très importante. On vient de voir c'est quoi la recherche. On vient de définir la recherche de façon un peu conceptuelle, un peu théorique. On passe maintenant à la deuxième question. Pourquoi fait-on de la recherche? La finalité de la recherche, la raison pour laquelle on fait la recherche scientifique. Je vais répondre à cette question par 4 étapes. Avant de parler même des méthodes, avant de parler de questionnaires, d'entretien et des techniques d'enquête, des techniques de collecte de données, la question elle est fondamentale. Pourquoi on doit parler de la finalité de la recherche scientifique? On pense souvent que la recherche elle consiste seulement à collecter de l'information et à produire des données. Ça, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas vraiment la finalité première de la recherche scientifique. La recherche, il passe par 4 actions. Donc, la finalité, je veux dire, il a 4 objectifs. Le premier, c'est de comprendre. Comprendre, ça veut dire, il consiste à décrire un phénomène, décrire une pratique, décrire un projet, un problème social, écologique, etc., pour pouvoir le maîtriser. Donc, il y a une question de compréhension pour saisir un phénomène, le fonctionnement ou le dysfonctionnement. On ne peut pas apporter des réponses à un phénomène si on n'a pas au préalable bien maîtrisé, bien compris. L'un des objectifs même de ce qu'on appelle la recherche fondamentale, il y a un type de recherche, la recherche fondamentale, dont l'objectif ultime, c'est de comprendre. Et il ne critique pas, si vous voulez, mais l'objectif final, c'est de comprendre. Donc, la première action de la recherche, pourquoi on fait la recherche, c'est pour comprendre la société, comprendre les problèmes qu'elle traverse la société, etc. La deuxième finalité de la recherche scientifique, c'est d'apporter une explication. Ça veut dire identifier les mécanismes les mécanismes d'un phénomène. Par exemple, la pollution, la dégradation des forêts, la perte de la biodiversité, l'immigration des jeunes du milieu rural dans les villes, ce sont des phénomènes sociaux qui traversent toutes nos sociétés africaines. Donc, un chercheur, il doit comprendre le phénomène, il doit l'expliquer. Donc, le deuxième objectif, c'est d'expliquer un phénomène social. Donc, apporter un regard explicatif à ce phénomène ou à ces problématiques. La quatrième finalité, c'est de critiquer. Donc là, c'est à ce niveau que le chercheur il pourrait apporter une originalité, une empreinte personnelle, si vous voulez, c'est de critiquer, d'interpréter. Et c'est là où il va faire intervenir sa compétence de chercheur à analyser, à critiquer et apporter une connaissance nouvelle, apporter une originalité, une empreinte, une valeur ajoutée à la science et à la société. La quatrième finalité, c'est la transformation. Donc, on comprend, on explique, on critique, un regard critique. C'est comme ça qu'on fait avancer la science pour transformer la société, pour transformer des phénomènes socio-économiques, etc. Donc, selon les disciplines, on doit vraiment souligner ce point, c'est très important. Un géographe, par exemple, un économiste, un écologiste, et chaque discipline, il met l'accent davantage sur l'une ou l'autre de ces finalités. Il y a la recherche fondamentale, par exemple, il comprend l'objectif. Il y a des études explicatives ou des études critiques, par exemple. L'objectif principal, c'est de critiquer. Donc, la recherche, il n'est donc pas seulement
une activité de production de savoir, il est aussi un moyen de mieux comprendre et parfois de transformer la société. Deuxième point très important, on doit distinguer entre l'information, l'opinion et la connaissance scientifique, parce que souvent on confond entre ces trois notions. La première, l'information, c'est quoi? L'information, c'est une donnée, c'est un fait. Par exemple, un bulletin d'information au soir, quand vous écoutez la télévision, vous avez un bulletin d'information. Ce sont des données neutres. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de subjectivité, il n'y a pas de jugement, etc. Donc, par exemple, une équipe gagne contre une équipe, ça, c'est une information. Alors que l'opinion, c'est à la fin de match, par exemple, quand vous discutez avec les membres de votre famille ou avec vos amis, par exemple, là, vous commencez à émettre des opinions. Vous donnez des opinions sur les joueurs, sur l'arbitre, par exemple, sur l'entraîneur, etc. Donc, on passe d'une information qui est neutre, qu'on a écouté sur la télévision, par exemple, on a lu dans un article, etc. Quand on commence à discuter entre amis, entre personnes, il y a des jugements, il y a des convictions personnelles qui vont rentrer en jeu. La troisième forme, c'est la connaissance scientifique. Donc, la connaissance, c'est une affirmation. Une opinion, ce n'est pas une affirmation. Une opinion, c'est un jugement, c'est un point de vue. Alors que la connaissance scientifique, c'est une affirmation, c'est une opinion, si vous voulez, c'est un jugement, mais qui est justifié. Vous devez le démontrer. Démontrer, par exemple, que le joueur X est mieux que le joueur Y avec des données, avec des explications vraiment fondées. C'est là où on commence à produire la science, la connaissance scientifique. Donc, ce sont des informations justifiées par une méthode explicative, des preuves et une discussion critique. C'est ça un peu qui distingue les trois notions, l'information, l'opinion et la connaissance. Et cette distinction, elle est fondamentale car la science, elle ne demande pas seulement que pensez-vous. Donc, une question de recherche scientifique, ce n'est pas, il demande votre avis. On ne demande pas votre avis. Le jury, par exemple, de la soutenance, le jury ne demande pas l'avis du chercheur qui vient de finir sa thèse de doctorat. On ne vous demande pas que pensez-vous du phénomène. Non, on vous demande comment pouvez-vous démontrer que votre opinion ou vos affirmations sont justifiées. Vous devez justifier. C'est quoi défendre une thèse de doctorat ou publier un article dans une revue indexée? C'est de justifier vos informations, vos affirmations, pardon. Vous pouvez avoir ce n'est pas mal d'émettre des opinions personnelles dans une recherche scientifique, mais vous devez les justifier, vous devez les soumettre à une démarche de démonstration. Donc, l'exigence de justification, c'est ce qui distingue entre la recherche scientifique et toutes les autres formes de connaissances. C'est très important, vous devez souligner ce point, c'est que l'exigence de justification, la construction de la preuve, c'est ce qui distingue la connaissance scientifique de toutes les autres formes de savoir. Les grands types de recherche maintenant, je vais énumérer 4. La recherche fondamentale. Et une recherche fondamentale, c'est quoi? C'est une recherche qui cherche avant tout à comprendre un phénomène, comprendre un problème, comprendre un dysfonctionnement social et économique. Donc, les chercheurs, la finalité principale, c'est de comprendre ce phénomène. La dégradation, par exemple, de l'environnement, la perte de la biodiversité, comprendre pourquoi il y a une perte des espèces dans un écosystème, dans une forêt, etc. Donc, on comprend, on apporte vraiment des éléments qui puissent nous aider à éclairer cette question et à bien comprendre cette question. Le deuxième type de recherche, c'est une recherche appliquée. La recherche appliquée, c'est quoi? C'est une recherche où on mobilise des connaissances pour résoudre un problème concret, un problème d'assainissement, par exemple, dans une ville. On fait appel à un bureau d'études ou un cabinet de consultation pour apporter une réponse concrète à un problème concret. C'est ce qu'on appelle une recherche appliquée. Ça veut dire on applique les résultats. Ce n'est pas l'objectif, c'est d'élargir le savoir ou d'enrichir la littérature, mais d'apporter des solutions concrètes à des problèmes concrets. Le troisième type de la recherche, c'est une recherche-action. Quand on dit action, on pense aux acteurs. Donc, c'est une recherche au cours de laquelle on fait participer un système d'acteurs. Les villageois, par exemple, les acteurs institutionnels, le secteur privé, les opérateurs économiques, les chercheurs, etc. Donc,
on fait appel à un réseau, si vous voulez, d'acteurs. On travaille ensemble sur une question, sur un problème, sur un fléau, etc. On apporte une réponse à travers, si vous voulez, le croisement de cette intelligence collective, si vous voulez, le croisement si vous voulez, des données qui vont être émises par un ensemble de chercheurs, d'acteurs. La quatrième forme de la recherche, c'est la recherche évaluative. Ça, c'est une recherche qui se fait après la réalisation d'un projet. Imaginez par exemple un barrage, une entreprise qui a construit un barrage depuis quelques années. Après, il y a un problème d'entassement, par exemple, un problème d'infiltration d'eau ou un certain problème écologique, etc. Donc, on fait appel à un bureau d'études d'une entreprise pour faire une étude évaluative. Comme l'étude d'impact, par exemple, on fait l'évaluation d'impact de ce projet sur la société, sur la nature, sur la biodiversité, etc. Donc, c'est une post-recherche, si vous voulez. Donc, la recherche dont l'objectif principal est d'émettre des mesures ou bien mesurer les effets d'un programme, d'une politique ou d'une intervention. La recherche et l'expertise, ça aussi c'est très important de distinguer entre la recherche scientifique et l'expertise. Ils ont pratiquement le même objectif, mais on utilise si vous voulez, des méthodes différentes. L'expert, il répond à une question. On fait appel à un expert, un bureau d'études, un ingénieur ou un consultant. Lui, l'objectif, ce n'est pas de produire une connaissance, ce n'est pas de faire une revue de littérature, poser une question de recherche, émettre des hypothèses, aller chercher les données sur le terrain, analyser, construire les preuves, etc. Ce n'est pas ça l'objectif d'une expertise. Une expertise, elle répond à une question précise. Il mobilise les connaissances disponibles. Je souligne disponibles. Donc, lui, un expert, il n'a pas le devoir, si vous voulez, de produire des connaissances nouvelles. Il utilise les connaissances qui sont déjà là, des connaissances disponibles pour répondre à un problème à partir donc des connaissances qui existent déjà. Donc, l'expert, lui, il mobilise le savoir. Il y a un savoir enfoui, il fait des enquêtes, des entretiens pour mobiliser un savoir qui est existant, qui est déjà là. Un chercheur, lui, il est différent d'un expert. Le chercheur, lui, il cherche à produire une connaissance qui n'existe pas. C'est ça vraiment la différence majeure entre l'expertise et la recherche. La mobilisation de la connaissance existante pour l'expertise et la production d'une connaissance nouvelle sur un problème encore insuffisamment compris. Donc, le chercheur, contrairement à l'expert, lui, il contribue à produire le savoir. Le premier, il mobilise un savoir existant. Le deuxième, il contribue à produire un savoir qui n'existe pas pour pouvoir répondre à des questions, ou bien à des problèmes qui sont insuffisamment compris. Le processus de recherche maintenant, c'est très important si vous voulez, d'expliquer ou bien de décortiquer si vous voulez, la démarche scientifique, mais vraiment de façon très, très rapide. Peut-être dans un prochain séminaire, on va vraiment approfondir ces questions. On peut même faire un séminaire juste pour le processus de la recherche ou pour la démarche de la recherche. Donc, comme je viens de le souligner au début, une recherche scientifique, toutes les formes de recherche scientifique commencent par une question. Donc, vous avez une question et pour répondre à la question, vous devez suivre une démarche. La démarche, la méthode, c'est comme les rails d'un train. Donc, vous devez poser votre question sur les rails pour délimiter votre territoire, délimiter votre sujet pour ne pas se perdre. Ça aussi, ça vous aide vraiment à collecter l'information pertinente. Quand vous mobilisez une méthodologie vraiment pertinente, très bien maîtrisée, vous gagnez beaucoup en termes de temps, en termes de littérature. Donc, vous allez cibler vraiment la littérature pertinente parce que vous avez une méthodologie très claire. Vous savez, vous cherchez quoi et comment vous le cherchez. Donc, la question, elle mène à la construction d'une méthode. Donc, la méthode, elle vous aide à collecter l'information pertinente. Vous travaillez sur un sujet, par exemple, anthropologique, sur le patrimoine culturel. Vous avez une approche qualitative, par exemple.
vous savez qu'au départ, vous allez faire des entretiens avec les praticiens, par exemple, d'une pratique de patrimoine culturel, et vous allez cibler les données. Vous savez dès la méthode quel type de données vous allez rechercher. Vous gagnez donc le temps, vous raccourcissez un peu, si vous voulez, le cheminement de votre approche scientifique. Donc, après avoir collecté des données, vous allez les analyser. Donc, pour pouvoir transformer les données brutes que vous avez collectées sur le terrain en connaissances utiles, pertinentes et rigoureuses, vous devez passer obligatoirement par l'analyse. Il y a deux types d'analyse. Il y a l'analyse manuelle, qu'on fait de façon traditionnelle, classique, et une analyse assistée par les logiciels. Par exemple, un SIG, un système d'information géographique, vous pouvez faire appel à un logiciel pour analyser un discours, vous pouvez faire appel à un logiciel pour traiter des données, des statistiques, etc. Donc, dans tous les cas, vous devez analyser vos données pour extraire vraiment la substance qui va vous aider à construire une nouvelle connaissance qui va répondre à une question qui est mal ou bien insuffisamment comprise. Après, c'est à partir de ces 4 étapes que vous pouvez vraiment espérer à produire une connaissance vraiment scientifique pertinente. Il faut souligner que la qualité de la question, le point de départ, la qualité de la question, c'est elle qui dépend de la qualité de la science. C'est parce qu'il y a le cercle qui n'est pas fermé. Donc, on peut, à partir de connaissances, il y a des questions qui vont être posées à la fin de quand vous allez produire une connaissance nouvelle. Sûrement, vous allez soulever d'autres questions à laquelle soit des chercheurs, d'autres chercheurs vont répondre, ou vous-même, vous pouvez développer votre connaissance. Par exemple, une thèse, vous laissez des perspectives ouvertes, vous posez des questions à laquelle la thèse ou le temps ne vous a pas permis de répondre. Après, vous allez les développer dans des articles scientifiques. Donc, c'est un cycle vraiment ouvert, un cycle, ce n'est pas un cycle linéaire, question, méthode, données, analyse, connaissance, point. Non, il y a toujours un retour à la question. C'est pour quelqu'un, bien sûr, qui a comme carrière, qui fait vraiment de la recherche scientifique son travail principal. Donc, la qualité de la question, de la recherche, ça veut dire la qualité de la recherche, ça veut dire la qualité des résultats. Si vous voulez, il dépend d'abord de la qualité de la question. Donc, une mauvaise question, forcément, il va conduire à une mauvaise connaissance. J'arrive maintenant au profil de chercheur. C'est très important aussi de parler un peu, d'aborder la question de qu'est-ce qu'un bon chercheur. D'abord, un être humain, quel que soit l'être humain, il a 2 types de compétences. Il y a des compétences implicites et des compétences qu'on peut acquérir par l'expérience, par les études, par le savoir, par la confrontation avec d'autres personnes. Donc, par l'enseignement, l'éducation, etc. Vous avez par exemple, un chercheur, il peut être compétent dans son domaine. Un géologue, par exemple, un écologiste, il peut vraiment maîtriser toute la science écologique, les méthodes, les théories, la revue de littérature, il peut maîtriser même des logiciels, etc. Mais ce n'est pas suffisant pour devenir un bon chercheur. Pourquoi? Parce que les compétences techniques, quelle que soit la qualité des compétences techniques qu'un chercheur possède, ils sont importantes, oui, mais ils ne suffisent pas pour transformer une personne en un bon chercheur. Vous devez avoir aussi des qualités, ça veut dire ce qu'on appelle en anglais des soft skills, ça veut dire des qualités personnelles. Vous avez des compétences techniques qu'on peut acquérir, mais vous avez aussi des compétences ou bien des qualités innées, des qualités qui font partie de votre personnalité, de votre façon de voir le monde. Et c'est très important pour un chercheur de développer ces soft skills, ces compétences, qui sont implicites. La première, c'est la curiosité. Donc, pour devenir un bon chercheur, vous devez être curieux. Vous devez avoir la tendance à vous dépasser, à découvrir l'inconnu, à aller vraiment dans des terrains mal exploités ou inexplorés. C'est comme ça que vous devez vraiment élargir les limites de vos compétences, de vos connaissances. Vous devez donc être curieux pour pouvoir pousser, si vous voulez, à des nouvelles questions. Vous pouvez... Curieux, ça veut dire c'est de pouvoir poser de nouvelles questions. La deuxième qualité personnelle, c'est la rigueur. Ça aussi, ce sont des qualités très importantes parce que la rigueur, elle garantit, si vous voulez, la qualité de la méthode.
Quelqu'un qui n'est pas rigoureux, quelle que soit la qualité de la méthode, il va mal utiliser, il va mal mobiliser la méthodologie. Donc, pour mobiliser utiliser une très bonne méthodologie, vous devez avoir la rigueur scientifique dans l'application des normes scientifiques, se conformer, si vous voulez, au processus scientifique établi. La troisième qualité, c'est l'humilité. L'humilité intellectuelle, ça veut dire être modeste, dans le sens où vous pouvez accepter que les faits, ça veut dire les données que vous allez collecter sur le terrain, des fois, elles contredisent vos hypothèses, elles contredisent vos convictions. Donc, il faut avoir l'humilité de se mettre en question et vraiment d'accepter que des données, il ne faut pas forcer le terrain, forcer les données pour prouver ou pour justifier les hypothèses de départ. Vous devez, au cours de votre recherche, accepter de vous remettre en question. C'est très important comme qualité pour un bon chercheur. La quatrième, c'est la persévérance. Vous devez vraiment être dur, avoir vraiment des nerfs très solides pour pouvoir finir un projet de recherche à bout. Pourquoi? Parce que un projet de recherche, une thèse de doctorat par exemple, c'est minimum 5 ans. Donc, pour pouvoir rester focalisé avec un focus sur une question de recherche pendant 5 ans, 6 ans, ça demande vraiment beaucoup de courage, beaucoup d'investissement familial, argent, investissement de temps, investissement des relations, etc. Donc, c'est très important d'être persévérant pour pouvoir finir un projet de recherche parce que c'est un travail vraiment de longue haleine. La dernière qualité, c'est l'intégrité. C'est très important dans le processus de la recherche. Là, il constitue le fondement même de la confiance accordée à un chercheur. Donc, pour construire une autorité, avoir un titre, un statut de chercheur confirmé, vous devez être intègre. Un écrivain, par exemple, un chercheur, quelle que soit sa notoriété, des fois, un problème de plagiat, par exemple, un problème de falsification de données, il peut nuire et il peut même détruire une carrière. Donc, l'intégrité, c'est très important pour un chercheur scientifique. Donc, la recherche scientifique, c'est donc autant une posture intellectuelle qu'une compétence technique. Ce n'est pas seulement des compétences techniques, mais aussi une posture intellectuelle et une posture personnelle. Avant de continuer, avez-vous des questions? Il me reste quelques slides. Si vous avez des questions, ça me permet aussi de me reposer un petit peu et d'échanger avec vous. Des questions? Je termine. Vous voulez, monsieur Paul, il me reste 4 ou 5 slides. Bon, je pense que s'il y a des questions, on peut les poser. OK. On peut les poser pour vous permettre de vous reposer. En fait, j'aimerais bien que vous reveniez un peu pour nous aider un peu plus à faire la différence entre recherche appliquée et puis recherche action. Recherche appliquée et recherche action, c'est ça? Oui. Quelle est la principale différence qu'on peut faire entre recherche appliquée et recherche action? La principale différence entre les deux types de recherche appliquée et recherche action, c'est que la recherche action, ça peut être une recherche appliquée, mais il faut faire participer le maximum d'acteurs. Donc, vous avez un problème au niveau du village, par exemple, l'immigration des jeunes, les filles, par exemple, ils quittent l'école très tôt, par exemple, ils ne continuent, ils ne poursuivent pas les études. Donc, vous voulez comprendre la dégradation, une maladie d'arbre, par exemple, la pollution. En tout cas, au niveau du village, vous avez un problème. Vous allez faire appel à un bureau d'études ou un chercheur ou un laboratoire ou un professeur, un enseignant, quelle que soit la personne que vous allez commander. Donc, il y a une commande. Le chercheur, pour faire une recherche-action, il ne peut pas seulement mobiliser ses étudiants, par exemple, faire la recherche, lui, ses étudiants, etc. Il doit faire participer l'ensemble des acteurs. Il doit vraiment donner la voix à tous les acteurs de terrain, tous les acteurs de territoire, la sagesse locale, les personnes âgées, les femmes, les filles, les concernés par le projet. Tout le système d'acteurs doit donner sa voix. À travers des ateliers de participation, par exemple, à travers des entretiens, des groupes focus, des cartes collectives, des cartes mentales, etc. Donc, il y a un certain nombre de techniques pour faire participer les acteurs dans une recherche-action.
Donc, l'intérêt, c'est de mobiliser l'intelligence collective de territoire pour proposer une question vraiment croisée, une réponse vraiment qui réponde à tous les... Parce que le chercheur, lui, des fois, il vient d'un contexte qui est différent du contexte dans lequel il fait sa recherche. Il vient d'une ville, dans une grande ville à l'université, il vient dans un village pour faire une étude. Il ne connaît pas la réalité du terrain, il ne connaît pas l'espace vécu. Donc, il y a un savoir endogène, un savoir local. Pour avoir accès à ce savoir, il doit faire participer les personnes qui vivent sur le terrain, qui sont confrontées aux problèmes de terrain. Parce que ce monde, c'est des fois, l'échec d'un certain nombre de projets en Afrique, ils viennent justement de cette rupture, de cette distance entre l'acteur ou l'expert qui vient d'un contexte différent, au contexte villageois, au contexte local. Cette rupture entre le savoir local, le savoir endogène et le savoir de l'expert, donc c'est ce qui fait l'échec d'un certain nombre de projets. Par contre, maintenant, la recherche appliquée. La recherche appliquée peut se faire au niveau d'un laboratoire. Vous avez par exemple un vaccin, vous avez un problème scientifique ou social, quel que soit le problème, une science humaine en sciences appliquées. Donc, la seule finalité de l'étude, c'est de trouver une solution pratique qu'on applique directement. On n'a pas besoin, des fois, de faire participer des acteurs. Donc, l'expertise, il détient le savoir nécessaire pour proposer une réponse pratique appliquée à un problème, un dysfonctionnement très précis. Donc, c'est un peu la différence entre appliquer et action. Est-ce que vous avez un peu saisi la différence, monsieur? Oui, ça va. Oui, ça va. Oui, très bien. Est-ce que je continue? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut continuer. Très bien. J'arrive maintenant à l'éthique de la recherche, c'est très important. J'ai déjà touché un mot au début par rapport à l'éthique de la recherche, mais je vais le faire de façon beaucoup plus, un peu détaillée si vous voulez, beaucoup plus profonde qu'auparavant. Donc, l'éthique de la recherche, puisqu'on veut dire d'abord par l'éthique dans le domaine de la recherche scientifique, bien sûr. L'éthique, c'est un concept vraiment très, très large, très vague, mais dans le domaine de la recherche scientifique, l'éthique de la recherche dans le domaine scientifique, qu'il soit sciences exactes ou sciences humaines, c'est la manière dont on produit les connaissances. Donc, la finalité principale d'un chercheur, c'est de produire de la connaissance, ça, on est d'accord. Mais comment il produit la connaissance? La façon, la manière. Et deuxième chose, c'est la relation que le chercheur a établie avec les personnes, les informateurs par exemple. Les personnes chez qui il a cherché l'information, les relations qu'il a établies avec son terrain, avec ses informateurs. C'est les deux principes, les deux vraiment points très très importants dans l'éthique de la recherche. La manière dont on a produit la connaissance, comment le chercheur a produit, comment. Donc, si, par exemple, le jour de la soutenance d'une thèse de doctorat, si l'étudiant est capable de répondre à cette question de jury, comment avez-vous fait pour produire les résultats que vous venez d'exposer? S'il est capable de répondre à cette question, ça veut dire que sa recherche est conforme à l'éthique de la recherche. Deuxième question, quelles sont les relations? Comment vous avez abordé le terrain? Comment avez-vous recruté les informateurs? Comment avez-vous fait participer dans quelles conditions, dans quel contexte, dans quel milieu, comment, avec qui, etc. Donc, la réponse à toutes ces questions de la manière de produire la connaissance et les relations établies avec la source de connaissances qui sont les informateurs, c'est ça un peu, si vous voulez, le socle même de l'éthique de la recherche. Les cinq piliers, c'est ce que vous voyez sur la slide, les 5 piliers de l'éthique de la recherche. Le premier, c'est le respect des personnes, ça veut dire les participants, les informateurs, le chercheur est là, le devoir de respecter les convictions. Il ne faut pas contredire les informateurs au moment où vous faites une entrevue, un entretien.
Vous devez juste écouter. Vous devez relancer la discussion, la question, mais vous allez garder vos opinions, garder vos subjectivités, vos convictions pour vous. Ça fait partie de l'éthique. Vous allez être vraiment dans une posture de neutralité totale. Laissez la personne, respectez-la. Ne vous moquez pas de ses convictions, ne vous moquez pas de sa façon de s'habiller, de sa maison, par exemple, de son milieu de vie. Donc, ça fait partie du respect que le chercheur il doit avoir vis-à-vis des personnes et des informateurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le consentement libre et éclairé. Ça veut dire quoi, le consentement libre et éclairé? Ça veut dire, c'est d'avoir, avant même d'entamer des entretiens avec des informateurs, par exemple, des questionnaires, le chercheur a l'obligation d'avoir l'accord. Il doit demander l'accord des personnes, des informateurs, et cet accord, il doit être libre. Pourquoi libre? Des fois, un chercheur a une posture d'autorité. Imagine, par exemple, un administrateur, un fonctionnaire de l'administration qui va sur le terrain pour faire une recherche. Donc, il arrive sur le terrain avec une posture d'autorité. Et les personnes, des fois, les villageois, par exemple, par crainte vraiment de foncer là, par crainte des conséquences, des représailles, ils donnent l'accord sans même être vraiment convaincus. Donc, c'est ça qu'on veut dire par le consentement libre. Donc, la personne, il est libre de participer, il est libre de ne pas participer sans craindre aucune conséquence. Il est libre d'arrêter même l'entretien. Si vous posez des questions, par exemple, embarrassantes ou des questions désagréables, il a le droit, il a la liberté de donner fin à l'entretien. Donc, ça fait partie de le consentement libre et éclairé. Ça veut dire quoi, éclairé? Ça veut dire le chercheur, il doit expliquer aux personnes participants, les participants dans sa recherche, il doit leur expliquer les objectifs de la recherche. Donc, avant d'entamer même un questionnaire ou un entretien, par exemple, une entrevue, le chercheur, il doit exposer les objectifs de la recherche de façon vraiment intègre, de façon vraiment honnête, pour vraiment amener la personne à répondre en connaissance des choses. Donc, il doit connaître, il doit comprendre les objectifs de la recherche. Troisième élément, c'est la confidentialité. Ça veut dire, une fois le chercheur il collecte des informations, il doit vraiment être vraiment la personne confidente. Un chercheur, c'est comme un psychologue, si vous voulez, c'est comme un psychiatre. Il y a un patient qui consulte un psychiatre, il se dévoile devant lui. Il raconte vraiment, si vous voulez, il raconte des choses personnelles qui font partie de son intimité. Il dévoile son intimité. C'est la même chose dans la posture du chercheur. Le chercheur dévoile les villageois, les personnes, les informateurs, etc. Il se dévoile devant le chercheur. Donc, il doit être en mesure vraiment de conserver l'anonymat. C'est la raison pour laquelle dans les articles, par exemple, dans les publications scientifiques, on fait de l'anonymat. Des fois même, on fait le codage. On utilise des codes, ce n'est pas les vrais noms des participants ou le vrai statut ou la vraie fonction des participants. Ça fait partie de la confidentialité. Le cinquième, j'ai répété le mot confidentialité 2 fois sur le slide. Par contre, le quatrième, c'est l'honnêteté scientifique. Donc, le chercheur, il doit être scientifiquement honnête. Ça veut dire, c'est par exemple, il utilise un logiciel de l'intelligence artificielle, il doit le déclarer. Il ne doit pas falsifier les données, il ne doit pas forcer les données pour répondre à une hypothèse. Il y a certains chercheurs qui sont malhonnêtes, malheureusement. Des fois, ils falsifient les chiffres, les statistiques, etc., pour arriver à un résultat qui est satisfaisant pour lui. Donc ça n'a rien à voir avec l'honnêteté scientifique. Le dernier, c'est la responsabilité sociale. J'ai déjà mentionné ce principe, ce pilier de l'éthique de la recherche, c'est le retour de chercheur. Il a un devoir de partager et de retourner chez les personnes participantes, la société, le village, la ville, etc., pour partager les résultats de sa recherche auprès des personnes qui sont vraiment la source même des données. Donc, l'éthique de la recherche, il ne se réduit pas, malheureusement, c'est le cas dans la majorité des universités en Afrique, malheureusement. L'éthique de la recherche, il se limite des fois à une mesure administrative. Une mesure, ça veut dire, c'est de demander aux acteurs, aux informateurs de signer un document
Des fois, même le chercheur, il signe un document avec le laboratoire ou avec son directeur de recherche, il cite tout. Ce n'est pas, ça fait partie de l'éthique de la recherche, mais ce n'est pas ça vraiment le sens de l'éthique de la recherche. Donc, il ne se réduit pas à la signature d'un document ou d'un formulaire de consentement, mais il faut mobiliser, il faut respecter les 5 piliers que je viens de mentionner. Je passe maintenant aux 5 erreurs très fréquentes, surtout chez les jeunes chercheurs ou les chercheurs en début de carrière. La première erreur, c'est qu'ils ont tendance à confondre entre l'opinion et la connaissance. J'ai déjà souligné un peu la différence entre une opinion, c'est un jugement personnel porté sur une information, et la connaissance. La connaissance, c'est une affirmation justifiée et qui a mobilisé une méthode, une construction de preuves et qui peut être reproductible dans d'autres contextes. La deuxième erreur, c'est que les jeunes chercheurs ou les chercheurs au début de carrière, ils cherchent à confirmer leurs idées, leurs hypothèses, en forçant le terrain, en cherchant des données qui vont dans le sens de son hypothèse et ils évitent ou ils cachent des fois des données qui contredisent ces hypothèses. Ça aussi, c'est une erreur éthique, une erreur d'honnêteté, une erreur vraiment très fréquente, surtout au début de la carrière des chercheurs. La troisième erreur, c'est ils négligent la méthode. Des fois, il y a des jeunes chercheurs qui font n'importe quoi. Ils posent n'importe quelle question, ils choisissent n'importe quel terrain, n'importe quelle méthode, ils lisent n'importe quelle littérature. Ça n'a rien à voir avec la recherche scientifique. Vous devez vraiment donner l'importance requise à la méthode parce que, comme je l'ai souligné au début, la méthode, ça ressemble au rail d'un train. C'est pour poser votre recherche sur les rails, pour délimiter la recherche côté territoire, la méthode, le cadre conceptuel. Vous ne pouvez pas vraiment travailler sans limite. Vous devez limiter le cadre conceptuel, limiter les outils ou les techniques méthodologiques et limiter la revue de littérature. Et ça a un rapport avec une bonne question. Quand vous posez une bonne question, vous ne tombez pas dans ce genre de piège, de situation. La quatrième erreur fréquente, c'est que les chercheurs, des fois, les jeunes chercheurs, ils ont tendance à généraliser trop vite. À partir d'un événement ou deux, ils construisent une conclusion, un résultat scientifique. Non, vous devez avoir un échantillon représentatif. C'est ça l'importance d'avoir un échantillon représentatif. C'est pour démontrer que votre résultat, il peut être reproductible dans d'autres contextes. Il a vraiment un fondement scientifique. Il peut devenir même une loi. Il a la qualité d'une loi scientifique. On ne peut pas construire une loi scientifique ou une connaissance scientifiquement fondée sur un événement ou deux. Donc, vous devez avoir un événement répétitif. Il ne faut pas trop vite généraliser et tirer des conclusions très hâtives qui n'ont rien à voir avec la science. La cinquième erreur, c'est qu'ils oublient les limites de l'étude. Ça revient un peu à la question, à l'erreur 3, c'est la méthode. Donc, pour limiter l'étude, vous devez limiter le terrain. Vous travaillez sur un terrain géographique, vous devez le bien délimiter pour ne pas déborder. Vous limitez le cadre conceptuel. Vous avez fondé votre recherche sur une théorie, un concept. Il ne faut pas dépasser le concept. Parce que l'exercice, c'est de démontrer que vous avez suivi une démarche scientifique. C'est ça un peu l'exercice de la recherche, c'est ça. Ce n'est pas le fait de travailler sur un espace géographique très vaste, de lire beaucoup de littérature, de choisir 5 ou 6 théories. Non, ce n'est pas de la recherche scientifique. Vous devez choisir une question pointue, un concept très pointu, un terrain très précis, une méthodologie, des techniques d'enquête, qui sont très pointues pour pouvoir limiter l'étude, pour pouvoir avancer et produire une connaissance pertinente. Parce qu'après, ce qui s'applique sur un terrain, il peut s'appliquer sur d'autres terrains. Donc, la question, ce n'est pas d'élargir le terrain conceptuel et géographique. La question, c'est de creuser une question de façon vraiment scientifique très profonde. Donc, ces 5 erreurs, ils sont normales au début de recherche, mais l'important, c'est d'en prendre conscience, c'est vrai, mais un chercheur confirmé, il faudrait vraiment éviter ces questions dans sa démarche scientifique. Avant d'arriver aux exercices, les questions, je pense que pour gagner un peu de temps, on va directement aux consignes de travail. Ça, c'est la troisième et la dernière étape. Je vais vérifier si vous avez des questions avant de vous constituer en petits groupes.
Monsieur, on a des questions. Monsieur, oui. Vous avez des questions? Oui. Est-ce que je peux aller? Oui, oui. Je Oui, peux? Je peux? oui, oui, allez-y. Bon, je ne sais pas, c'est Roland ou bien c'est... Bon, ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Je remercie le professeur pour son intervention et j'ai beaucoup appris au niveau de l'éthique et je pense qu'actuellement c'est la difficulté que je rencontre. Alors je voudrais poser 2 préoccupations au professeur afin qu'il puisse m'aider dans ce sens. Ouais. Là, fait 2 semaines que je suis dans une localité où je dois mener des entretiens avec, on va dire, les populations. Bon, on va dire plus les chefs traditionnels. Ok. Donc, nous sommes là depuis 2 semaines. Nous avons pris des dispositions nécessaires avant d'arriver dans le village. Nous avons vu le préfet, le sous-préfet, la mairie et tout le monde. Mais jusqu'à 2 semaines, les autorités politiques, on va dire traditionnelles, ne m'ont pas encore reçu afin qu'on puisse échanger. Donc, face à cette situation, 2 semaines après, j'ai décidé d'aller dans une autre localité. Voilà, où j'ai fait des entretiens et je suis rentré sur Abidjan, on va dire ça comme ça. Et je me suis encore, on va dire, préparé pour repartir encore dans ce village-là. J'ai même pris les autorisations, appelé les autorités, on va dire traditionnelles, dans cette localité encore. Je suis arrivé encore 1 semaine, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore été reçu par les autorités. Et pas plus tard qu'hier, ils ont accepté de me recevoir et là, ils m'ont conduit vers chez une personne âgée. Et cette personne âgée m'a dit, pour qu'on puisse faire l'entretien, il faille que les autres, c'est-à-dire les chefs traditionnels, s'asseyent afin qu'on puisse parler. Ne pas qu'ils donnent des informations erronées qui vont le condamner plus tard ou bien qui vont condamner, on va dire, sa descendance. Donc, face à ce genre de situation, comment est-ce que nous, qui débutons la recherche, on doit se comporter? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, le sujet sur lequel nous travaillons est tellement, je vais dire, intéressant pour les populations que nous rencontrons. Donc, beaucoup nous demandent à la fin de venir restituer ce travail-là. Mais comment restituer un tel travail quand vous savez que vous avez échangé non seulement avec des populations qui ne sont pas, on va dire, fondatrices du village, d'autres populations qui viennent s'installer, ou encore des populations qui, à un moment donné de l'histoire du village, s'approprient certaines choses. Est-ce que en venant partager ce qu'on on va dire que le travail qu'on a effectué, est-ce que ça ne va pas créer des tensions là, immédiates? Voilà, donc voici mes 2 préoccupations. Très bien, merci beaucoup. Vous avez posé une question vraiment très, très fondamentale. Je suis passé moi-même au Maroc, je suis marocain. J'ai fait des études de terrain sur le Maroc. Je suis passé par des conditions vraiment semblables à ce que vous venez de décrire. Malheureusement, en Afrique, on a 2 structures différentes. Pour accéder au terrain, vous devez passer par l'autorité administrative, ça veut dire l'autorité de l'État, les représentants de l'État, la municipalité, le préfet, le sous-préfet, etc. Donc l'autorité institutionnelle. Mais vous devez aussi passer par l'autorité territoriale, ça veut dire le cas. Vous avez parlé des chefs traditionnels, etc. Donc cette dualité, cette double autorité, ça pose vraiment énormément de problèmes aux chercheurs, surtout dans le domaine des sciences sociales, l'anthropologie, en tout cas, les sciences humaines, ça veut dire des étudiants, des chercheurs qui ont affaire avec un terrain où sont présentes cette dichotomie, si vous voulez, d'autorité. Moi, ce que je vous conseille, c'est que d'approcher des chercheurs qui sont passés avant vous, qui ont eu ce problème. Comment ils ont, parce que je ne connais pas vraiment le contexte de votre village, mais j'essaie de faire des rapprochements avec ce que j'ai vécu moi-même au Maroc. Mais je sais, en Afrique, chaque contexte local a ses propres conditions, ses propres exigences, etc. Et ses propres codes, si vous voulez, culturels pour accéder à des informateurs. Mais ce que je vous conseille, c'est que de voir avec des chercheurs précédents qui ont travaillé pas forcément sur le même village, mais dans la région
comment ils ont pu, si vous voulez, dépasser cet obstacle, comment ils ont pu résoudre ce problème vis-à-vis de l'autorité institutionnelle et l'autorité territoriale, locale, traditionnelle, villageoise. Ça, c'est très important. Ça aussi, ça fait partie de le processus de la recherche, c'est de l'expertise. Vous allez chercher de l'expertise qui n'est pas vraiment, qui n'a pas un impact direct sur la recherche, mais c'est dans la logistique, si vous voulez, de votre recherche pour faciliter l'accès au terrain. C'est très important d'avoir ce rapprochement, ces discussions, ce partage et ce croisement avec d'autres chercheurs. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est que est-ce que vous connaissez des personnes avec qui vous avez des relations directes, parce que ça facilite un peu l'accès, pour établir une sorte de confiance avec les villageois, avec les leaders, les chefs villageois, vous devez passer par une personne. Si vous arrivez à même une personne qui connaît une autre personne. Donc, vous devez construire un réseau. C'est là, si vous voulez, un peu, c'est l'importance de faire une immersion, une participation. Vous devez aller sur ce village, vivre un peu, si vous voulez, dans les conditions locales des gens, écouter, observer, regarder, construire des relations petit à petit dans le domaine de l'anthropologie, de les sciences sociales. Le terrain, il ne se fait pas dans un mois ou 3 ou 4 semaines, non. Ça, vraiment, ça prend beaucoup de temps pour construire les relations de confiance de le terrain. Et c'est comme ça que vous allez vraiment dépasser ces contraintes d'autorité, ces contraintes d'avoir des autorisations, etc. C'est un peu ce que je peux vous dire parce que c'est comme ça que j'ai pu… Moi, j'ai fait 2 ans sur mon terrain. J'ai travaillé sur une ville de patrimoine mondial, Marrakech. C'est pour ceux qui connaissent un peu le Maroc. C'est là mon terrain de recherche dans le cadre de ma thèse à l'Université de Montréal. J'ai fait 24 mois de terrain. Parce que je ne suis pas originaire de Marrakech, mais je connais des personnes. J'ai fait une sorte de boule de neige, de bouche à oreille. Ça m'a pris 6 ou 7 mois pour vraiment construire des relations de confidence. Donc, quand je vais vers une personne, un chef de quartier, par exemple, je lui dis, je viens de la part de XY. Donc, vous devez construire un réseau. Ça facilite un peu l'accès dans ces structures un peu opaques, un peu vraiment très compliquées, parce qu'en Afrique, les villageois, les chefs de village, ils n'ont pas l'habitude de rencontrer des chercheurs, des gens qui viennent bien habillés, qui viennent de la ville, avec des photos, des appareils photographiques, des cellulaires, une voiture par exemple. Donc ça, vous devez vraiment avoir accès au terrain, vous devez faire une immersion, une observation participante, s'habiller comme les villageois, manger comme les villageois, faire vraiment une posture de chercheur local. Il faut briser, casser le rapport, rapport d'autorité entre le chercheur qui vient d'une université et un villageois qui vit vraiment dans un village traditionnel. C'est un peu ce que je peux vous dire. J'espère que ça va vous aider à dépasser ce problème. D'accord, professeur. Bon, je me permets de prendre la parole pour dire que je pense que c'est la question de M. Ali. M. Ali a posé une deuxième question qui était de savoir comment partager en fait ses recherches. Comment faire le partage des recherches lorsque nous interrogeons diverses personnes d'origines différentes, certaines personnes des autochtones et d'autres des allogènes et bien d'autres. Voilà. Comment faire la diffusion des recherches aussi lorsque les recherches sont un peu sensibles pour ne pas heurter peut-être la sensibilité de certaines personnes? Oui, c'est une très bonne question. Ça fait partie aussi de, si vous voulez, de la responsabilité du chercheur. Au cours de la recherche, normalement, un chercheur vraiment, un bon chercheur, il a un œil vraiment très attentif aux conflits, aux tensions. Il fait une cartographie, si vous voulez, des conflits, des enjeux, des rapports de pouvoir, etc. Donc, il doit un peu comprendre les enjeux qui ne sautent pas aux yeux. Donc, ça fait partie aussi du processus de la recherche. On ne cherche pas juste l'information pertinente pour notre question de recherche, mais on cherche aussi les relations humaines, les enjeux, comprendre le terrain, comprendre les relations humaines, l'histoire, la mémoire, les choses sensibles, les choses qui sont sacrées. On doit vraiment se mettre dans la peau des villageois, dans la peau de la population qui participe à la recherche, pour justement, au moment de la restitution, de partage, pour éviter ce genre de conflit, parce que le chercheur, il doit s'armer avec… Donc, il marche sur un terrain de mine, si vous voulez. Donc,
au moment de la restitution de la recherche, il a acquis déjà une certaine connaissance vraiment implicite de territoire qui va lui permettre vraiment de partager sa connaissance sans heurter vraiment les sensibilités et sans vraiment renforcer un peu les conflits. Ça fait partie de la capacité du chercheur, de sa façon dans laquelle il a abordé le terrain. Je reviens toujours à l'importance de passer le maximum de temps possible sur le terrain pour justement, l'une des raisons, c'est de comprendre les enjeux, de comprendre les conflits, les rapports de pouvoir, les sensibilités pour ne pas, pour passer une carte et pour vraiment ressusciter la recherche après sans avoir soulevé ce genre de problème. Je n'ai pas de solution vraiment magique à répondre à cette question, mais je parle de mon expérience personnelle. Vous devez passer le maximum de temps sur le terrain et ça va vraiment vous aider sur toutes les étapes de la recherche, surtout en sciences sociales. Voilà. D'accord. Monsieur Ali, je pense que ça va. Il y a Monsieur Baudiel qui a levé la main en deuxième position. Donc, Ouais. Monsieur Baudiel, ok. Allez-y pour votre question. Je peux. D'accord. Oui, allez-y. Alors, professeur, Oui. je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une différence de valeur entre une recherche qui aboutit à une hypothèse confirmée et une recherche qui aboutit à une hypothèse infirmée? Parce Non. que peut-être que c'est ce qui explique Merci le beaucoup. fait que certains chercheurs tordent un peu le cou à certaines données pour pouvoir forcément tendre vers la confirmation de leur hypothèse. Merci. Merci beaucoup. Ah, là, c'est vraiment félicitations. C'est vraiment une très, très bonne question. Merci beaucoup. Non, c'est la même chose. Quel que soit l'aboutissement d'une recherche, vous n'êtes pas obligé en tant que chercheur d'apporter une confirmation à votre hypothèse. Vous pouvez démontrer le contraire. Là, c'est quoi produire une connaissance nouvelle? Former une hypothèse. Vous pouvez contredire une hypothèse. Ça aussi, c'est une façon de produire du savoir, la connaissance. Parce que produire la connaissance, ce n'est pas juste d'apporter, je l'ai souligné au début, ce n'est pas d'apporter une réponse inédite. Ce n'est pas ça. Vous pouvez apporter une nouvelle méthode. Vous pouvez critiquer ou déconstruire une représentation, déconstruire un schéma mental. Vous pouvez vraiment apporter un nouveau regard sur une question, confirmer ou infirmer. Sur le plan scientifique, ils ont le même degré de scientificité, le même degré de valeur. Soit vous confirmez ou vous infirmez, ça ne change pas vraiment l'originalité et la rigueur de vos résultats de recherche. Merci, c'est une question très, très importante. Merci de nous l'avoir rappelé, c'est très important. Merci. Merci, professeur. Merci beaucoup. D'accord. Il y a M. Soro Docha. Bon, on n'est pas écorché. Je pense que c'est bien M. Soro qui a levé la main. Abdoulaye Dochangana. Oui. D'accord. Ok. C'est M. Soro, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Allez-y. Bonsoir, Oui. professeur. Bonsoir. Oui, c'était pour rebondir sur une question et faire une suggestion pour que vous puissiez aussi me dire si c'est possible. Il y a un qui a demandé comment restituer les enquêtes, comment partager le résultat de ces recherches avec la population. Bon, ce que je suggérais serait que... Allô? Je vous entends très mal. Comment partager quoi avec la population? Comment partager quoi? Le résultat de ces recherches avec la population. Mm-hmm. Oui, je suggère par exemple qu'il peut inviter ces populations à sa soutenance. C'est aussi une manière de partager. Oui, c'est ce que je voulais suggérer. Ou soit peut-être il peut mettre la thèse à la disposition de ses habitants. Par exemple, à la sous-préfecture, par exemple, il peut déposer une copie là-bas. Par exemple, quand j'ai fini mon mémoire de master, j'ai déposé une copie du mémoire dans l'établissement où je suis allé collecter les données. Je me dis aussi que c'est aussi une forme de partage. Oui. C'est ce que je voulais proposer. Il y a deux formes de partage des résultats d'une recherche. Une forme de partage qui concerne le milieu académique. C'est le fait de publier des articles
indexés par exemple dans des revues respectables. Ça vous permet aussi de construire votre notoriété scientifique, de devenir une référence dans votre domaine, de constituer un très bon dossier académique. Donc, il y a une forme de diffusion dans le milieu académique, au sein des pairs, on appelle les pairs. Ça veut dire dans le milieu scientifique, la publication des conférences scientifiques, participer à des colloques internationaux, faire des chapitres d'ouvrages, publier même des livres, donner des conférences. Vous pouvez même vraiment payer une chaîne sur YouTube, par exemple, sur les réseaux sociaux pour partager le savoir avec le milieu académique. La deuxième forme, c'est cette deuxième qui implique la responsabilité sociale. Il y a une responsabilité scientifique académique, le partage avec les pairs, et une responsabilité sociale, c'est de partager avec la société, ça veut dire avec la population qui est à la base, qui est vraiment à la base même de ces recherches. Donc, il y a plusieurs formes. Vous pouvez déposer une copie de votre thèse dans la bibliothèque du village, par exemple, dans les écoles, dans la bibliothèque municipale, dans l'université de la ville, etc. Vous pouvez aussi transformer votre thèse à vraiment des capsules qui sont vraiment destinées à la vulgarisation scientifique, si vous avez vraiment le moyen, vous avez l'envie de partager avec la société à travers les médias, etc. Vous pouvez participer aux événements locaux. Par exemple, des manifestations scientifiques, des festivals, où vous allez parler de sujets que vous avez étudiés. Donc, il faut garder toujours le contact avec la société, soit à travers des festivals, des manifestations, des signatures d'ouvrages, des conférences de vulgarisation. Vous pouvez même aller dans les écoles pour expliquer aux étudiants un peu un phénomène scientifique compliqué. Donc, il y a plusieurs fonds. Ça dépend de la disponibilité et de l'envie, si vous voulez, de chercheurs. Mais il y a plusieurs formes de diffuser le savoir parmi la société. Monsieur Paul, docteur Paul, est-ce qu'on peut intervenir sur ce point-là? Oui. En réalité, professeur, la question qu'il a posée, c'est en fait les données sensibles. Est-ce qu'il est pour ça, au regard de sa responsabilité de chercheur, est-ce que les données sensibles, il doit les porter dans son document et puis les vulgariser ou les garder par devers lui-même? Puisque je prends par exemple le cas d'une recherche qui porte sur les masques. On vous dit que les masques sont des êtres surnaturels qui sont venus d'ailleurs. Et c'est ce qu'on distille dans la société. Vous faites votre recherche et vous vous rendez compte qu'en réalité, le porteur du masque, c'est un membre de la société même. Et vous ne devez pas en fait le dire parce que, bon, on peut croire que des gens vont prendre cette donne-là pour, en fait, alors que ça doit être conservé jalousement. Est-ce que lui, en tant que chercheur, cette donnée sensible-là, il doit la porter dans son document et puis la vulgariser ou la garder par devers lui-même? Je crois que c'est ce que j'ai compris. Hein. Je ne sais pas trop. Et lui-même, il est là, il peut intervenir. Non. Merci. Dans les documents scientifiques, dans une thèse, un article, une publication, on n'a pas le droit de dévoiler des informations confidentielles. On peut les coder, on peut utiliser l'anonymat, on peut transformer un contexte, créer un scénario, garder, si vous voulez, la signification de la donnée, mais la maquiller, la présenter dans un cadre qui ne va pas porter à préjudice ou qui ne va pas nuire à la personne, à la source de l'information. Donc, l'essentiel, c'est de faire passer un message et ne pas de dévoiler le nom ou une information sensible. Ça fait partie de la confidentialité, de l'honnêteté et de l'éthique même de la recherche. Donc, dans le domaine de la science, on a droit à faire des codes, des codages, à utiliser des noms vraiment comment on appelle ça, des facultatifs, non pas fictifs, voilà, des noms fictifs, etc. Donc, mais pour dévoiler des données sensibles, non. Ça, c'est contraire à l'éthique de la recherche et c'est contraire à la confidentialité de la recherche. Parce que la personne, il vous a fait confiance, il vous a dévoilé une information tête à tête, vous et lui. Donc, vous n'avez pas le droit vraiment de diffuser au grand public des informations qui ont été vraiment tenues dans un contexte très, très sensible et d'intimité. Très bien. Est-ce qu'on passe à l'exercice?
Monsieur D'accord. Paul. Il y a une dernière question. Il y a Monsieur Diallo. Je pense que Monsieur Diallo qui a levé la main. Donc, bon, on va passer à la question et puis, bon, rapidement pour venir à l'exercice. Allez-y, Monsieur Diallo. D'accord, merci beaucoup. Moi, c'est pas vraiment une question, mais une contribution. Ok. C'est une contribution concernant notre collègue qui veut diffuser le résultat de sa recherche au niveau de la communauté. Ouais. Moi, par exemple, je travaille sur la production audiovisuelle dans le processus de résolution de conflits communautaires en Côte d'Ivoire. Et j'ai pris comme exemple une ONG internationale et une ONG nationale qui collaborent ensemble. Et là, je vais un peu revenir sur quelle a été sa méthode d'approche par rapport aux gens de la communauté. Je pense que c'est de là que tout va partir. Parce que au niveau de par exemple, ces institutions dont j'ai évoqué par exemple, en plus d'aller voir chaque communauté de son côté ou bien chaque partie prenante de son côté quand il y a un conflit ou n'importe quoi, il crée un espace de dialogue qui permet aux différentes communautés ou aux différentes personnes opposées ou personnalités opposées de venir s'asseoir et partager leurs idées, leur manière de voir un phénomène par exemple. Et lorsque ce cadre de dialogue-là est créé et il est, comment on appelle ça, il est soutenu par un film qui a été fait par exemple pendant les différentes consultations et tout ça. Et là, on a pris l'avis de chacun et on dit bon, pour un peu être pragmatique, on dit bon, vous, voici ce que vous avez dit. Et vous aussi, voici ce que vous avez dit. Et maintenant, vous deux, vous êtes là face à face. Comment est-ce que vous comprenez la chose? Et là, maintenant, dans cet espace de dialogue-là, c'est une compréhension commune de la situation, du phénomène maintenant qu'on cherche. Parce que chacun a su sa position. Donc, si vous voulez, par exemple, prendre les résultats bruts comme ça pour aller présenter, ça risque là automatiquement de créer des conflits. Mais quand vous les avez déjà préparés à ça va étendre l'atmosphère et chacun aura une meilleure compréhension de ce qui se passe et pouvoir maintenant peut-être participer à des propositions de pistes de solutions. Donc c'est pourquoi je dis que tout va dépendre de quel a été son rapport, son approche avec les gens de la communauté avant de vouloir présenter les résolutions. Et là aussi, je vais revenir sur ce que vous avez dit. Ici, par exemple, avec les ONG dont j'ai travaillé, ils parlent de, comment on appelle ça, de porte d'entrée. Au fait, celui qui va te permettre de rentrer en contact avec telle personne et lui aussi qui va te permettre de rentrer en contact avec telle personne. Parce que moi, par exemple, c'est vrai que j'ai travaillé avec eux, mais dès que j'ai dit que je venais pour une thèse et tout ça, mais ça n'a pas été vraiment facile. Comme vous l'avez dit, j'ai fait mon terrain, peut-être, je peux dire, en 2 ou 3 ans. Ouais. Ouais, malgré que moi-même, j'avais l'expérience du terrain parce que j'ai travaillé avec eux pendant 2 ans. Et maintenant, puisque je venais pour la recherche, bon, là, je me suis dit que moi seul, mon expérience de terrain ne pouvait pas suffire puisqu'il y avait des anciens. Donc, il me fallait avoir, comment on appelle ça, l'expérience des anciens. Il y avait le chercheur audiovisuel en chef qui était là. Donc, il me fallait avoir aussi son expérience et l'ajouter à mon expérience pour pouvoir travailler sur ma thèse. Ouais. Donc, et là, ça n'a vraiment pas été chose facile. Donc, j'ai mis 2 ans à les poursuivre et tout ça. Et par derrière, Dieu merci, j'avais des bons contacts à l'intérieur qui m'ont permis de faire des terrains et tout ça. Et quand j'arrivais, bon, on arrivait quelque part à me fondre dans la masse de chercheurs et tout ça. Et bon, on se taquinait puisque moi, avec presque tout le monde, c'est l'amusement et tout ça. Donc, il faut vraiment savoir avoir une approche des membres de la communauté et il faut vraiment se faire accompagner par quelqu'un en qui la communauté a confiance. C'est bon.
Voilà. S'ils n'ont pas confiance, vraiment, c'est pas sûr qu'ils vont te donner des informations. Et même le vieux qu'on t'a donné, c'est même pas sûr que ce vieux-là même a de bonnes informations. On peut te le donner comme ça, bon, un bon débarras, mon frère, c'est que tu finis de faire ton truc, faut partir. Il y a une vidéo de Amadou Ampateba, mais qui l'a bien expliqué. Lorsque il y a, je sais pas c'était en quelle année, c'était pendant la période coloniale où il y a un étudiant français qui est venu à Badiagara pour faire la recherche sur comme on appelle la circoncision. Et là, le chef, oui, le responsable colonial qui était là a exigé qu'on donne toutes les informations à l'étudiant. Et puisque comme on appelle ça, ceux qui étaient détenteurs de cette cérémonie, comme on appelle ça, africaine, là, ont demandé, mais s'il doit avoir toutes les informations, c'est que lui-même, il doit participer à la circoncision. Parce que pour quelqu'un qui ne participe pas, comment on peut lui donner de bonnes informations? Donc, il doit participer à la cérémonie. Mais l'étudiant en question a dit qu'il ne devait pas participer à la cérémonie. On dit, bon, il n'y a pas de problème. D'après le documentaire, c'est qu'ils ont pris des personnes. Ils ont pris des personnes comme ça et on les a habillées comme de bonnes personnes et on leur a demandé ils ont demandé à l'étudiant de faire l'interview avec ces personnes-là. Et pourtant, ce sont des personnes qui n'en savaient rien. Okay. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc tout dépend de l'approche et tout dépend du cadre de recherche qui va créer pendant sa recherche. Oui. Merci beaucoup pour cette contribution. Elle est vraiment très enrichissante et ça répond à la question de la personne qui a posé la question tout à l'heure sur le problème d'accès aux chefs traditionnels, etc. Ça démontre un peu l'importance de la posture personnelle de chercheurs sur le terrain. Il ne suffit pas d'avoir des compétences techniques, je vous l'ai dit au départ, il vous faut aussi des qualités personnelles, des soft skills et la façon d'aborder les personnes, l'intelligence sociale, l'intelligence interpersonnelle aussi, la capacité de communiquer les objectifs de la recherche, de construire un réseau social. Ce sont des compétences qu'on n'enseigne pas à l'université, mais ils font partie de la démarche scientifique. Ils jouent un rôle très, très important dans le déroulement de la recherche et même dans la qualité même des résultats de la recherche. Merci beaucoup pour cette expérience, ce partage, il est très, très riche. J'espère que les personnes qui ont ce genre de problème sur le terrain, qu'ils apprennent vraiment à construire un réseau, établir la confiance, être accompagné avec des gens qui ont déjà des connaissances sur le terrain, parce que construire un réseau pour les personnes qui vont travailler auprès des informateurs sur le terrain, c'est très important comme qualité et ça augmente un peu la qualité de la recherche et ça raccourcit même la durée investie surtout dans la phase de la collecte de données. Merci beaucoup, monsieur, pour le partage. J'ai lu sur le message, monsieur le responsable de réseau, que vous pouvez mettre les participants en salle de groupe. Est-ce que je présente les consignes de travail? Je ne sais pas, est-ce qu'on a encore le temps de faire l'exercice? Non, c'est ma question. C'est le SGA, oui, j'ai donné le dit, hein. Est-ce qu'on a le temps de faire l'exercice? Bon, mais l'exercice est prévu durer combien de temps? Déjà, on avait dit c'est 20 minutes, c'est bien ce que vous avez prévu aussi. J'explique les consignes dans 3-4 minutes, je donne aux participants 10 minutes, on revient à la salle commune et on fait une restitution. Chaque groupe désigne un représentant qui va parler pendant 2 minutes, 1 minute et demie, 2, et puis une petite conclusion et c'est fini. Bon, un maximum de 20 minutes, je crois. Ok. D'accord, ok, on peut y aller. Ok, on peut y aller. C'est bon, ok. J'explique les consignes tout de suite. Mais avant tout, est-ce que je vous ai donné la main? Vous avez accès aux outils de la réunion, juste en bas à gauche, à droite. Est-ce que vous voyez 2 crayons, un crayon et une règle qui forment une croix? Pardon. Un quoi? Un crayon et une règle qui forment une croix juste en bas de votre interface. Oui. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez voir session en petit groupe. Donc, vous allez gérer. Session en petit groupe. Si vous cliquez...
Ok, sinon je le ferai dans tous les cas. Ok. Non, je n'ai non. Ok. C'est où la règle? Juste à droite, à votre droite, à l'angle inférieur en bas, votre écran à droite. Juste non. entre l'icône. Ce symbole ne figure pas sur mon écran, non. Ok, d'accord. Il y a Donc, la fenêtre je le fais. message et il y a les outils de ah, ok, peut-être, oui. Enregistrement, diffusion, sillon. Ah oui. Science optique. Oui, c'est ça. Ok. C'est bon. J'explique donc, il va répartir les participants de façon automatique, c'est ça? Je suppose. Hein. Donc, vous allez définir le nombre de groupes et puis nous sommes 17. Vous allez définir des sous-groupes et vous allez travailler sur la question telle que je vais présenter les consignes. Après 10 minutes, on va revenir à la salle commune et vous allez faire la restitution pour 2 minutes maximum chaque groupe. Alors, les consignes. Donc, les consignes de travail, c'est un travail pour lequel je vous propose 5 situations, donc 5 groupes, où nous allons analyser des situations un peu concrètes. Ça va nous permettre un peu d'appliquer l'ensemble des notions qu'on vient d'apprendre durant cette première séance de séminaire. Donc, premièrement, je vais vous présenter des situations fictives, bien sûr, que j'ai imaginées moi-même, et vous allez répondre aux 4 questions suivantes. S'agit-il d'une recherche? Je vais présenter chaque situation et vous allez voir, étudier la situation. Est-ce qu'il s'agit d'une recherche? Si oui, quel type de recherche? Troisième question, quels sont les enjeux méthodologiques que soulève ce type de recherche ou ce type de situation? Et la 4e question, les enjeux éthiques qui sont associés à ce genre de situation. Donc, vous allez préparer une synthèse de 3 minutes maximum. La première situation, la situation d'un consultant. Donc, imaginez en Afrique, dans votre ville, dans votre village, une municipalité qui souhaite réduire les embouteillages dans son centre-ville. Il engage un cabinet de consultants qui analyse les données de circulation, il compare plusieurs villes et il formule des recommandations. Donc, lisez bien, très bien cette situation. S'agit-il d'une recherche? Quel type de recherche? Les enjeux méthodologiques et les enjeux éthiques. La deuxième situation, c'est celle d'un doctorant, mais qui a une posture de militant. Il est un doctorant engagé. Donc, un doctorant, il est convaincu que les réseaux sociaux, ils ont un impact négatif sur la santé mentale des adolescents. Il réalise des entretiens afin de démontrer cette idée. Donc, il part de l'idée une hypothèse que les réseaux sociaux, ça veut dire le fait de rester devant son écran pendant plusieurs heures, ça a un impact négatif sur la santé mentale des adolescents. Donc, c'est encore une recherche, risque méthodologique, limite de ce risque, les enjeux éthiques. La troisième situation, l'intelligence artificielle. Un chercheur ou une chercheuse utilise une IA pour résumer 500 articles scientifiques. Il fait sa revue de littérature, il fait appel à ChatGPT, par exemple, etc., Gemini, etc. Une plateforme d'intelligence d'intelligence artificielle pour résumer 500 articles scientifiques et elle rédige une synthèse de littérature à partir de l'intelligence artificielle, bien sûr. Donc, l'IA, est-ce qu'elle fait de la recherche? Où se situe la contribution scientifique dans ce genre de travail où on fait appel à l'intelligence artificielle? Quels sont les risques méthodologiques de ce genre de situation et quels sont les enjeux éthiques? La 4e situation, c'est mon domaine de prédilection, le patrimoine culturel. Une équipe de chercheurs réalise 50 entretiens avec des porteurs d'un patrimoine culturel et matériel. Ça veut dire des praticiens d'un type de musique, par exemple, traditionnelle, un type de pratique agricole, ancestrale, etc. Donc, ils font auprès de cette communauté de praticiens 50 entretiens afin de préparer un dossier d'inscription sur la liste nationale de patrimoine. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à une inscription de cette pratique ancestrale sur le registre de patrimoine national. Donc, s'agit-il d'une recherche ou une expertise, d'une recherche appliquée et quels sont les enjeux éthiques? La dernière situation, c'est un projet financé. Une entreprise finance une étude sur l'impact environnemental
de ses propres activités. Donc, une entreprise, une usine, par exemple, de fabrication de pneus, par exemple. Donc, ou de bois ou de plastique, quelle que soit l'activité industrielle. Donc, cette entreprise elle-même, elle finance de sa propre initiative une étude d'impact environnemental pour mesurer les effets de ses propres activités sur l'écosystème, sur le milieu naturel. Les chercheurs, ils conservent leur autonomie scientifique, mais ils savent que leur financement dépend de cette entreprise. Donc, ils sont conscients qu'ils ont le droit de conserver leur autonomie en tant que scientifiques. Donc, de travailler dans la liberté, dans l'autonomie académique, etc. Mais ils savent que le projet, il est financé par le budget même donc ils vont avoir leur salaire, si vous voulez, de l'argent, si vous voulez, de l'entreprise. S'agit-il d'une recherche? Quels risques méthodologiques, les conflits d'intérêts possibles et les enjeux éthiques? Donc, je vous remercie. Et après l'exercice, je vais revenir pour donner un dernier mot en guise de conclusion. Donc, je vais vous répartir. Vous allez vous retrouver en petits groupes de 4, je crois, 4-5 personnes. Voilà, donc, science de petits groupes. Donc, vous allez discuter ensemble les situations, répondre aux questions, désigner un représentant du groupe qui va parler au nom du porte-parole du groupe. Et lorsque nous aurons retourné à la salle commune, vous allez prendre la parole, les représentants du groupe, bien sûr. Voilà, donc, voilà. Hop. Le représentant du groupe 1, vous avez la parole. Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir. Je suis Salvador Nouroudine Yasser. À notre niveau, et également, nous n'avons pas pu finir complètement toutes les 4 questions. Mais déjà, nous, on a retenu que la situation, il s'agit en fait d'une recherche. Parce que la municipalité a identifié un problème. Quel juge nécessaire qu'on doit mener une étude pour pouvoir trouver des solutions concrètes au problème, à savoir le problème des embouteillages. Alors, quel type de recherche? Nous avons dit que c'est une recherche appliquée parce que la recherche tend en fait à résoudre un problème concret et pratique. Voilà, c'était les 2 questions que, à notre niveau, on a pu réfléchir. Malheureusement, on n'a pas pu réfléchir sur les questions des défis méthodologiques et l'éthique. Le numéro du professeur est fermé. Professeur, s'il vous plaît. Professeur, votre micro est fermé. Oui, c'est ça. Oui, désolé. Oui. Le deuxième groupe. Oui, j'ai dit pour le premier groupe, c'est bon. Vous avez fait donc, vous avez répondu à une question ou 2, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de participer à l'exercice. Vous pouvez revenir sur les exercices après le séminaire. Je vous laisse. Vous avez la présentation. Le deuxième groupe, le groupe qui a travaillé sur le doctorant engagé, c'est qui? Le représentant. Bon, on avait un représentant qui était en mouvement. Il était en déplacement dans son véhicule. Il avait promis de s'arrêter quelque part et de pouvoir répondre aux questions. Maintenant, je ne sais pas, on a eu la sagesse d'avoir un réserviste que je suis. Je ne sais pas si je peux intervenir. Oui, allez-y. 2 minutes maximum. Alors, donc déjà, le titre de l'exercice interpellateur, on parle d'un doctorant militant. Et de ce point de vue, nous pensons que son militantisme ne fait pas de lui un chercheur. Parce que, bon, il a déjà, comment on appelle ça là, une position, alors que vous nous avez expliqué qu'il ne faut pas confondre l'opinion et la connaissance. Donc, du coup, il fait cette confusion-là et il procède par des entretiens pour démontrer l'impact négatif des réseaux sociaux.
Du coup, nous pensons qu'il y aura un biais méthodologique qui vont avec forcément son militantisme. Vous nous avez expliqué ce qui est ressorti de votre communication. Il ne faut pas aller dans la recherche avec des a priori. Voilà, on ne démontre pas, mais on vérifie. Donc, et ce qu'on a arrêté aussi, on s'est dit que les entretiens seulement ne suffisent pas. Voilà, il ne faut pas travailler de façon isolée, mais faire appel à d'autres compétences parce que quand il parle d'impact négatif, il ne peut pas seulement faire des entretiens pour avoir des résultats pertinents. Il faut faire appel à d'autres compétences telles que les psychologues et puis peut-être comment on appelle ça, des médecins, etc. Très bien. Voilà un peu ce qu'on s'est dit. Ok, merci beaucoup. Le troisième groupe, ceux qui ont travaillé sur l'IA, l'intelligence artificielle. Déjà, merci de nous avoir dévancés. Et je peux dire qu'on a à peu près les mêmes résultats. Pour nous, c'est une recherche. La première question, est-ce que c'est une recherche? Oui, c'est une recherche. Maintenant, quel type de recherche? C'est également une recherche appliquée dans la mesure où le cabinet de consultance ne produit pas de nouvelles données et qu'il travaille sur les données déjà existantes. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on soutient que ce type de données est une donnée, ce type de recherche est une recherche appliquée. Et maintenant, les enjeux méthodologiques, c'est là que nous nous sommes arrêtés. Les enjeux méthodologiques ici, c'est la fiabilité des données. Parce que c'est vrai, peut-être que les données que la municipalité va mettre à la disposition du cabinet, peut-être que dans la municipalité, les données peuvent être justes ou peut-être erronées, parce que peuvent être justes, parce que les données ne sont pas nouvelles. Oui, les données ne sont pas nouvelles et peut être erronées parce qu'il n'y a pas de nouvelles recherches aussi. Donc, ça peut être juste comme erroné. Et maintenant aussi, il y a cette comparaison avec d'autres villes. Maintenant, est-ce que ces autres villes-là, ils ont les mêmes flux de circulation? Est-ce que ils ont les mêmes situations géographiques? Est-ce que les voiries sont pareilles? Donc, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser ici au niveau de la méthodologie. Et c'est là maintenant, on a parlé d'une pertinence dans la comparaison. Est-ce qu'il y a une pertinence vraiment dans la comparaison avec les autres villes? Donc, c'est un peu là que nous nous sommes arrêtés. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'est une synthèse. Je ne prétends pas vraiment présenter des réponses définitives, non discutables. C'est ma propre vision de ces 5 situations. Donc, la première situation, le consultant, ce type de recherche, le problème, c'est que personne, vous vous êtes concentré sur les catégories et les types de recherche, mais vous avez tous oublié la différence entre l'expertise et la recherche. Personne n'a pensé, ça c'est une petite question piège, personne donc n'a pensé à dire que ce type de recherche, ce n'est même pas une recherche, c'est une expertise. C'est le premier cas, et soit une expertise, parce que pourquoi? Ce qui nous permet de dire que c'est une expertise, parce qu'on a fait appel à un bureau d'études, à un expert, on consulte. On n'a pas fait appel à un chercheur, un enseignant, une université. Donc, le fait de commander cette étude à un bureau d'études, on est dans la logique de l'expertise. C'est vrai, il y a un problème concret, il doit apporter une réponse concrète, il doit utiliser l'information, les données disponibles. Ça ressemble un peu à un type de recherche, mais c'est d'abord une expertise ou, à la limite, une recherche appliquée. Parce que c'est un problème technique, un problème de congestion, un problème urbain. On fait appel à un expert dans le domaine, il fait une étude pointue, il répond à une question concrète. Ça, soit une expertise,
mais il peut aussi être une recherche appliquée. Les enjeux méthodologiques, c'est la validité des données. Est-ce que les données, parce qu'ils utilisent des données qui vont être fournies par l'administration. Donc, le même commandataire de l'étude, c'est lui qui fournit les données. Est-ce que ces données sont valides? Comment le bureau d'études il va vérifier la validité de ces données, la méthode qu'il va utiliser et les comparaisons qu'il va faire avec, parce que le projet il souligne une comparaison avec d'autres villes. Comment il va approcher, si vous voulez, les autres villes? Est-ce qu'il va utiliser la même méthode, des méthodes différentes? Parce qu'il y a des différences entre une petite ville, une moyenne ville et une grande ville, etc. La dernière question, c'est les enjeux éthiques, c'est la transparence. Le bureau d'études, puisqu'il travaille, il est payé par la municipalité. C'est quoi le degré de transparence dans ce genre de commande quand il est commandé par un organisme de l'État et un expert? Donc, il y a des enjeux éthiques qui concernent la transparence, l'indépendance vis-à-vis de commandataires. Est-ce que le bureau d'études, est-ce qu'il va travailler vraiment dans un climat d'autonomie et de liberté académique, etc. Donc, ça, c'est le premier exemple. La deuxième situation, c'est le doctorant militant. Quelqu'un a dit qu'un doctorant militant n'est pas un chercheur. Non, c'est un chercheur, mais à condition qu'il soit vraiment capable de mettre de côté ses convictions, parce qu'il y a un grand risque de biais, puisqu'il défend une cause, par exemple, des droits de l'homme, par exemple, les droits des femmes, la scolarisation, les droits de l'environnement, etc., puisqu'il est inscrit dans une logique d'engagement civique, etc., il a le droit de faire une recherche à condition de pouvoir, si vous voulez, séparer entre ses convictions, son engagement, sa casquette politique, si vous voulez, de militant et sa posture de chercheur. C'est là l'enjeu, le défi principal de ce genre de situation, c'est de séparer, de faire la part entre la posture de chercheur académique qui est réfléchie d'une logique scientifique et la posture d'un militant qui a des convictions, qui a des opinions, qui est dans une logique qui n'est pas vraiment scientifique. Il y a de l'émotion, il y a du militantisme, etc. Donc, il faut séparer entre les deux façons de réfléchir pour pouvoir produire une connaissance. Donc, c'est une recherche fondamentale appliquée puisque, la question de recherche, il veut juste comprendre le phénomène, l'impact des réseaux sociaux sur les adolescents, c'est juste, il veut comprendre ce phénomène, etc. Donc, c'est une recherche fondamentale. Les enjeux méthodologiques, c'est des biais de confirmation, la réflexivité. Est-ce qu'il est capable de réfléchir à sa façon de réfléchir? C'est le fait de réfléchir, de se remettre en question, de se mettre, si vous voulez, d'avoir une autocritique, un regard critique sur sa façon de réfléchir, sur sa façon de faire la recherche et sur sa façon de produire les connaissances. C'est ce qu'on appelle la réflexivité, c'est le fait de se remettre en question en tant que chercheur et non pas juste les données. Donc, en tant que chercheur, vous devez être réflexif. Et les enjeux éthiques, c'est l'honnêteté intellectuelle, puisqu'il y a un mélange entre conviction, militantisme et recherche. La frontière entre le militantisme et l'honnêteté et la rigueur intellectuelle et la fidélité des données, puisque vous allez rechercher des données sur Internet, l'intelligence artificielle, il y a des fois on parle des hallucinations, les réponses de l'intelligence artificielle ne sont pas toujours fiables, donc il faut faire attention, il faut filtrer, il faut savoir vraiment choisir les informations pertinentes produites par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle maintenant, elle ne fait pas de la recherche, mais elle assiste. Donc, on est dans une logique d'aide à la recherche. Malheureusement, j'ai parlé un peu des logiciels, de l'analyse assistée par les logiciels. C'est justement, je parlais tout à l'heure de l'aide à la recherche. L'aide à l'analyse des données, on fait appel à un logiciel. Donc, c'est une recherche, mais c'est une assistance. L'intelligence artificielle, elle assiste, elle ne peut pas remplacer le chercheur, elle aide à la recherche. Donc, les enjeux méthodologiques, c'est la vérification des résultats, la qualité des sources, et pour les éthiques, les enjeux éthiques, c'est la transparence, la responsabilité et la propriété intellectuelle.
des données. Parfois, l'intelligence artificielle, il vous donne des informations qu'il extrait des articles, des publications, sans donner le nom, sans vraiment citer les auteurs, les propriétaires de ces connaissances. Donc, il faut faire attention aux réponses de l'intelligence artificielle. Ces fois, elle pose des questions de responsabilité et de propriété intellectuelle des données. Le patrimoine culturel, oui, c'est deux types de recherche. Il peut être une recherche appliquée ou une recherche action. Ça dépend de l'objectif de l'outil. Si l'objectif, par exemple, est de produire des connaissances, sinon, c'est une expertise. Si le chercheur, il a l'objectif, si vous voulez, le groupe de chercheurs qui veulent vraiment inscrire cette pratique de patrimoine, un monument historique sur la liste du patrimoine national, c'est l'objectif de départ, c'est la question de départ et de produire des connaissances, on parle d'une recherche appliquée. Sinon, c'est une expertise. Donc, il peut donner juste des données scientifiques très techniques, sans réflexion, sans méthodologie, dans le sens académique de méthodologie, sans hypothèse, etc. Donc, des données, un diagnostic, des données, des recommandations, ça, on est dans une logique de l'expertise. Parce que ce genre d'études, il peut être réalisé par des chercheurs confirmés ou des bureaux d'études ou des ingénieurs, des architectes. Donc, les enjeux méthodologiques dans ce genre de questions, c'est la participation des communautés. On ne peut pas inscrire une pratique de patrimoine sur la liste du patrimoine national si les participants ne sont pas impliqués. Parce que même dans les conventions de l'UNESCO, ils donnent vraiment une importance à la participation des communautés qui sont porteuses de ce genre de ce patrimoine. Et la qualité de données aussi, parce que dans le domaine de la patrimoine culturel, il faut vraiment avoir des méthodes très, très développées pour pouvoir produire des données très, très, très fiables. Le consentement aussi, c'est l'un des enjeux éthiques. Est-ce que les populations, les informateurs, est-ce qu'ils étaient d'accord? Est-ce qu'ils avaient donné leur accord de façon libre, de façon éclairée, etc. Et la représentation fidèle, parce qu'on ne peut pas questionner tout un groupe, un village. Donc, les représentants, est-ce que vraiment ces représentants, est-ce qu'ils ont l'autorité de représenter cette pratique où il y avait des éléments qui étaient écartés ou qui étaient négligés? Ce genre de questions, il revient souvent dans les questions de patrimoine. La communauté de représentation, est-ce qu'il représente finalement toutes les voix, toutes les couleurs, si vous voulez, et dans le village ou dans la communauté. Le projet financier, oui, personne n'a présenté cette situation, manque de temps ou de problèmes techniques de répartition. Donc, c'est une recherche appliquée. Les enjeux méthodologiques, l'indépendance scientifique du bureau d'études, revient toujours quand il s'agit de l'expertise, surtout il est commandité par le même commandataire qui fait l'étude. Et là, par exemple, c'est l'entreprise qui finance l'étude d'impact. Donc, c'est l'indépendance scientifique des experts, le choix des indicateurs pour pouvoir mesurer l'impact d'une industrie sur le milieu naturel. Quels sont les indicateurs qui ont été choisis? Une grille d'indication, est-ce qu'ils sont conformes à la science ou est-ce que l'entreprise veut juste vraiment faire une étude d'impact pour dire que le milieu naturel, que l'activité n'est pas néfaste à l'écosystème. Les enjeux éthiques posés dans ce genre de situation, c'est des conflits d'intérêts entre les populations, l'entreprise, les agriculteurs par exemple, les associations de défense de l'environnement, etc. Donc, les acteurs, ils ont des avis divergents, des besoins divergents. Donc, il y a un problème de conflit d'intérêts et de divergence d'intérêts et de vision. La transparence de financement. Est-ce que le financement, le budget alloué à l'étude, est-ce qu'il est transparent? Est-ce qu'il apparaît dans le registre comptable, etc. Donc, grosso modo, comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas vraiment des questions définitives. Si on aura le temps, on aura vraiment revenu sur certaines questions, certains éléments, mais voilà, faute de temps, donc, je suis obligé de vraiment d'aller directement à la conclusion. Je vais juste mentionner 2 points essentiels. Le premier, c'est que
Le premier, c'est que la recherche scientifique, il ne se définit pas par les outils qu'elle utilise. Un chercheur, donc, il n'est pas la compétence, il ne tire pas sa compétence ni la qualité de sa recherche dans les outils qu'elle utilise, ça veut dire dans les compétences techniques. Mais par son objectif, il produit une connaissance nouvelle, rigoureuse et justifiable. Il doit produire donc une connaissance qui a 3 qualités. Il doit être neuve, nouvelle, ça veut dire il doit dépasser l'information, les données disponibles. Deuxièmement, la connaissance produite, il doit être rigoureuse, ça veut dire qu'il est conforme aux normes de la recherche scientifique. Il doit être justifiable. Il doit pouvoir démontrer la pertinence et l'objectivité, si vous voulez, et construire une preuve justifiable et défendable et reproductible dans d'autres contextes. Les mêmes méthodes, on peut partir des mêmes méthodes. Un certain nombre de chercheurs, même dans des champs de savoir différents, ils peuvent avoir recours à des méthodes différentes. Une même méthode, pardon. Un géographe, un sociologue, un géologue, un écologiste, ils peuvent utiliser tous ensemble des entretiens, des statistiques, l'intelligence artificielle, des observations participantes. Ils peuvent servir à réaliser une expertise ou une recherche. Donc, les experts et les recherches et les différents types de recherche, on utilise les mêmes méthodes. Ce qui distingue les chercheurs, même s'ils utilisent les mêmes méthodes et les mêmes techniques de collecte de données, c'est la nature de la question posée. Donc, c'est la question de départ qui va définir la qualité et la nature et l'originalité des résultats de la recherche. Donc, c'est la question qui va faire la différence entre les chercheurs, même s'ils utilisent les mêmes techniques et les mêmes méthodes. Ce qui les distingue, donc, c'est la nature de la question posée, la démarche scientifique aussi. Donc, la question et la démarche. Comment ils ont démontré les résultats auxquels ils sont arrivés à l'aboutissement de leurs études. Donc, il y a la question de départ, il y a la démarche scientifique adoptée et la contribution apportée aux connaissances. Est-ce que cette étude, qui après un certain nombre d'années, est-ce qu'elle a vraiment apporté une contribution originale à la science ou est-ce qu'elle a juste contribué au cumul des données qui sont déjà disponibles? Donc, sur ce point, j'arrive à la fin de cette première séance. Je suis vraiment très content de faire cette conférence et de faire votre connaissance, d'échanger avec vous et j'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir dans des prochains séminaires. Voilà, merci beaucoup et vous avez la parole, Monsieur Paul. D'accord, merci professeur. Ensemble, nous allons dire un grand merci à professeur Abbas Fatki qui a bien voulu nous gratifier de ce séminaire à travers un séminaire où nous avons plus que participé, nous avons beaucoup appris, nous avons partagé beaucoup de connaissances ensemble et d'expériences et tout. Donc vraiment merci au professeur d'avoir accepté de nous former, de partager assez de son savoir avec nous. Et merci à tout un chacun d'avoir participé à ce séminaire. Donc, c'est le premier d'une longue série de séminaires. Voilà. Donc, nous avons un long programme de séminaires. Donc, je vais passer la parole au président, Docteur Essomé. Donc, vous avez la parole pour le mot de fin. Alors, merci beaucoup, Docteur Paul. Tout ce que je vais dire, je ne vais pas me répéter ce que vous avez dit. C'est un grand merci au professeur qui a bien voulu partager avec nous son expérience pour cette première session, parce que c'est le temps qui est lancé, on voit bien la qualité du contenu, la qualité, l'étendue de ses connaissances sur la question. Donc, on souhaite vraiment que la suite soit pareille.